Donc, au début des années 90, une Russie très fragilisée. Dans les années 90, une série de chocs dans un contexte de transition politique, économique. Et à la fin des années 90, le début de l'ère Poutine, qui marquerait pour certains un renouveau de la puissance russe. Je vous avais demandé de produire une biographie de Vladimir Poutine. Pour comprendre ce cours, pour comprendre la Russie contemporaine, il est important d'avoir quelques repères sur son parcours politique. Et je vous invite à consulter votre biographie et éventuellement des documents sur le livre et des documents supplémentaires comme la diapositive suivante. Depuis que Vladimir Poutine a été nommé Premier ministre en août 1999, il n'a plus quitté le pouvoir. Alors tantôt président, tantôt Premier ministre, car la Constitution l'empêchait d'être continuellement président. Il a récemment fait une réforme pour se maintenir au pouvoir. Il y a quelques mois, les observateurs s'interrogeaient encore sur ses intentions à l'issue de son mandat actuel qui se termine en 2024. Normalement, la Constitution lui interdisait de se représenter. Eh bien, nous avons la réponse puisqu'il y a quelques mois, il a signé une loi qui l'autorise à rester à la tête du pays au-delà de cette date de 2024. La première décennie de Vladimir Poutine est marquée par une reprise économique. Il a en partie modernisé l'économie, il a tenté de la diversifier et il a profité de la hausse du prix des hydrocarbures. Alors c'est une donnée importante qui permet aussi de rappeler que l'économie reste fragile car dépendante justement de ces hydrocarbures. La Russie est performante dans certains secteurs, l'aérospatial, l'armement, le nucléaire par exemple, mais c'est une économie qui est globalement peu dynamique. C'est en grande partie encore une économie de rente et dépendante notamment des fluctuations du prix des hydrocarbures. Les dépenses militaires ont plus que doublé depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Si ces dépenses sont nettement inférieures à celles des États-Unis et de la Chine, elles révèlent cependant le désir de puissance de la Russie, la volonté de défendre la position russe, de maintenir son influence, d'être un acteur qui compte sur la scène internationale. Je vous avais demandé également de regarder ce documentaire Que veut la Russie de Poutine, qui est très bien fait. Je vous encourage à prendre quelques petites notes, notamment sur la crise en Ukraine, pour comprendre un peu ce qui se joue dans ce pays d'Europe orientale. L'augmentation des dépenses militaires s'explique également par la vision qu'a la Russie du monde, par le sentiment d'encerclement, par le sentiment d'insécurité également venu de l'Occident. C'est lié à l'attractivité de l'Union européenne et surtout aussi par l'élargissement de l'OTAN dont j'ai déjà parlé dans une diapositive précédente. Je rappelle que l'OTAN est une alliance militaire fondée en 1949 pendant la guerre froide autour des États-Unis et qu'elle représente une menace pour la Russie. D'autant plus qu'elle s'est élargie à des pays qui étaient auparavant sous influence de la Russie. La Russie a multiplié les interventions, d'abord dans des pays limitrophes, en Géorgie en 2008, en Ukraine en 2014. Or, dans ces deux pays, les gouvernements tournaient leur regard vers l'Ouest et étaient tentés notamment de rejoindre l'OTAN, chose inacceptable pour la Russie de Poutine. Alors la Russie a également repris pied au Moyen-Orient en soutenant le régime de Bachar el-Assad. Le conflit en Ukraine marque le retour de la guerre en Europe. En 2014, la Russie a annexé pour les Occidentaux et procédé à une réintégration à son territoire
de la péninsule de Crimée, majoritairement russophone, et il y a une guerre civile dans l'est de la Russie. Dans la région du Donbass, il y a environ 14 000 morts depuis 2014. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont un sujet d'actualité brûlant. Je vous invite à garder une oreille attentive à ce qui se joue en ce moment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. La Russie avait perdu beaucoup d'influence dans les années 90 avec Vladimir Poutine, même si la Russie n'est pas l'équivalent des États-Unis ou de la Chine en termes de puissance. Elle pèse de nouveau sur la scène internationale. C'est un acteur majeur, donc dans son espace proche, bien entendu, où elle veut conserver de l'influence, mais aussi dans des régions telles que le Moyen-Orient. Et elle tente de se projeter, en tout cas de développer des capacités de projection. Pour terminer, la Russie a développé des capacités pour se protéger et être actif dans le cyberespace. Elle est aujourd'hui une cyberpuissance, sans être là encore au niveau des États-Unis et de la Chine, bien entendu, puisqu'elle ne possède pas, par exemple, des géants du numérique, etc. Mais elle a des capacités, des savoir-faire dans ce domaine qui lui permettent d'être offensive. Vous avez sans doute déjà entendu dans les médias des accusations portées contre la Russie au sujet d'attaques, de cyberattaques, comme celle qui est présentée ici dans la diapositive. Peut-être que vous avez également entendu parler des soupçons d'ingérence de la Russie dans des élections démocratiques comme aux États-Unis en 2017 ou même dans des pays européens. Les relations entre la Russie et l'Union européenne et les Occidentaux en général se sont dégradées. La Russie, depuis 2014, a été sanctionnée et elle a également tourné ses regards vers l'Est en développant sa coopération avec des pays d'Asie centrale, bien entendu, mais aussi beaucoup avec la Chine, qui est un partenaire économique, technologique important aujourd'hui. La Russie a développé donc les partenariats, parmi lesquels l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été mise en place en 2001 et qui regroupe quasiment la moitié de l'humanité. Et elle a développé également des partenariats dans des secteurs comme l'aéronautique, l'aérospatial, l'armement, mais aussi les transports. Et c'est une coopération avec la Chine qui reste quand même très très inégalitaire, parce que la Chine est beaucoup plus puissante économiquement. La Chine et la Russie ont entretenu parfois des relations difficiles, notamment pendant la guerre froide. Il existe toujours une certaine méfiance entre ces deux puissances, mais elles partagent une vision du monde multipolaire. Et elles mènent ensemble des opérations, des exercices militaires conjoints. La Russie de Vladimir Poutine a également tenté de développer un soft power. La Russie a accueilli de grands événements sportifs internationaux, comme les Jeux Olympiques d'hiver en 2014 ou la Coupe du Monde de football en 2018. La Russie s'est également ouverte au tourisme pour exploiter notamment un patrimoine artistique très riche, notamment dans des villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Le pouvoir peut également profiter de la création de médias proches du pouvoir, le journal Russia Today, que l'on peut consulter en France, en Espagne, etc., et une agence de presse, Sputnik, fondée en 2014 et qui va diffuser une vision russe des relations internationales. Le soft power russe peut être cartographié. On peut localiser grâce à cette carte les bureaux des médias internationaux russes dans le monde, mais également la présence d'une diaspora russe à travers le monde. Et enfin, on voit que la Russie a développé un réseau de centres culturels qui permet de diffuser sa culture, sa vision du monde. La puissance ne s'exerce pas seulement dans le domaine militaire ou économique, elle s'exerce également
de manière plus indirecte par la diffusion de la langue, par la diffusion de la culture, comme beaucoup de pays l'ont fait, la France, l'Allemagne, même l'Espagne avec les instituts Cervantes. La Russie a donc développé un réseau d'instituts culturels à travers le monde. Cette avant-dernière diapositive nous permet de nous interroger sur l'expression qu'a utilisée Joseph Nye concernant la Russie, puisque ce géopolitologue évoque un soft power négatif. L'idée que la Russie utilise des outils du soft power n'est pas forcément pour promouvoir son modèle, mais surtout pour influencer les puissances concurrentes. Pour finir, je reviens à la première diapositive qui nous avait permis d'amener la problématique. Vous êtes désormais en mesure de pouvoir y répondre dans une petite synthèse de manière nuancée. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.